Et il est temps de retrouver Adrien Gindre à présent. Bonjour Adrien. Bonjour Brice. L'invité de TF1 ce matin est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il nous rejoint tout de suite. Olivier Faure, je vous en prie, installez-vous et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Adrien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Faure. L'Élysée a annoncé il y a quelques heures la fin de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, précise la présidence de la République, est-ce que c'est une bonne décision ? C'est une décision, oui, utile pour essayer d'apaiser. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de la Nouvelle-Calédonie et je crains que le chef de l'État n'ait pas pris la mesure de ce qu'était la Nouvelle-Calédonie. Alors même qu'il s'est rendu sur place, qu'il a rencontré beaucoup de monde. Oui, enfin, il est aussi l'homme du passage en force. Il faut se rappeler, peut-être avez-vous lu cette lettre de Mesmer en 72 qui appelle à coloniser en 72. Je ne parle pas de siècle passé, je parle du siècle juste. Et vous ne voyez pas de volonté du président aujourd'hui de régler la crise ? Non, mais je vous dis, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est une situation de colonie de peuplement, avec une volonté, au moment de Pompidou, avec la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un nouveau pays francophone qui se crée. Olivier Faure, aujourd'hui, le chef de l'État dit tout est possible, il va y avoir une discussion, un accord global, un mois d'échange, précisément pour permettre un accord qui convienne à toutes les parties. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que jusqu'ici, le chef de l'État a montré les gestes nécessaires pour arriver à apaiser ? Alors ce serait quoi le geste nécessaire ? Le geste nécessaire, c'est certainement pas de créer des ultimatums à répétition, de parler d'un référendum éventuel qui noirait complètement... En fait, vous imaginez que les Français de métropole, d'outre-mer... Je rappelle pour nos téléspectateurs, le chef de l'État a évoqué ce week-end la possibilité de faire passer la réforme contestée par un référendum au niveau national et non pas par la réunion du Parlement en congrès. Exactement, parce qu'il sait qu'il n'a plus de majorité au Congrès, que les parlementaires sont aujourd'hui opposés à ce passage en force, et donc il veut passer par la voie référendaire, et donc faire voter l'ensemble des Français sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, pour des gens qui, a priori, n'ont pas de connaissance précise de ce qui s'y passe. Mais sur le fond, et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle que, c'est pour ça que je vous rappelle avec insistance, le fait que la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement, que les Kanaks sont devenus minoritaires dans les années 70, après une volonté gouvernementale, et que ça a créé une situation qui est très particulière. Vous considérez que la France doit quitter la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie doit être indépendante ? J'ai dit que les Calédoniens doivent choisir par eux-mêmes, mais que ça suppose qu'il y ait, entre-temps, la possibilité de chercher un accord qui n'a pas été recherché jusqu'ici. Et que depuis, en fait, le départ d'Édouard Philippe, qui a été le dernier Premier ministre, à respecter les accords de Matignon et de Nouméa, on a depuis un gouvernement qui cherche à passer en force, qui n'est plus un État impartial, mais qui est un État qui a pris position. Donc vous ne lui faites pas confiance pour régler la crise ? Je ne lui fais pas confiance, effectivement, parce que pour l'instant, les gestes donnés sont des gestes qui sont à la fois insuffisants et en même temps, tout est la marque d'une volonté post-coloniale qui, malheureusement, conduit à ce qu'on ait l'exacerbation des tensions en Nouvelle-Calédonie. Olivier Faure, vous entendre ce matin sur la réforme de l'assurance chômage, annoncée également par l'exécutif ce week-end. Un durcissement des règles. À partir de la fin d'année, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers. La durée maximale, elle, va diminuer également, 15 mois. On a entendu beaucoup de réactions hostiles à gauche, vous y compris. C'est un tabou de toucher à l'assurance chômage ? Mais là, on est dans une violence sociale inouïe. Vous vous rendez compte que le régime d'assurance chômage, il est excédentaire. Excédentaire. Donc vous cotisez, nous cotisons, et donc... Le gouvernement ne dit pas l'inverse, il dit que ce n'est pas une réforme budgétaire, c'est pour ramener des personnes vers l'emploi, créer 90 000 emplois, c'est l'argument. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ponctionne chaque année sur l'assurance chômage pour, en fait, venir nourrir les déficits qu'il a lui-même créés par ailleurs. Donc c'est un tabou de toucher à l'assurance chômage. Mais ça n'est pas un tabou. Ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui une violence sociale qui est complètement incompréhensible, parce que quel est l'objectif affiché? Il nous dit c'est pour qu'il y ait moins de chômeurs, mais parce que vous pensez vraiment que parce qu'on va priver un jeune qui a moins de 26 ans et qui rentre en CDD pour 6 mois de toute indemnisation, ça va améliorer quoi que ce soit? La réalité, c'est que personne n'a jamais documenté le fait que ça avait un effet quelconque sur l'emploi. Affiché par le gouvernement. Je redis 90 000 emplois, c'est l'argument du Premier ministre. La troisième réforme de l'assurance chômage. On n'a même pas évalué les précédentes, on est déjà à la troisième. Qu'est-ce que vous allez faire pour Mais je vais la contester et je suivrai le monde syndical. Passer par décret, il n'y aura pas beaucoup de possibilités de recours.
Mais c'est tout le problème de ce gouvernement qui a un problème avec la démocratie, et notamment avec la démocratie sociale. Et donc, tout ce que pourra faire l'intersyndicale, je m'y joindrai. Parce qu'il y a là, effectivement, une forme de sauvagerie qui est incompréhensible et qui mérite... Vous appelez à la grève ou à la manifestation pour... Moi, je n'appelle pas, je ne suis pas syndicaliste. Et ça n'est pas à moi de le faire. Mais je soutiendrai évidemment de toutes mes forces, parce que je considère qu'il y a là, effectivement, une entame à nouveau dans ce contrat social que les Français ont noué avec l'État. Le chef de l'État est en visite d'État en Allemagne. Hier, il a eu ces mots. Il y a une fascination pour l'autoritarisme qui se développe dans nos démocraties. On se dit que les choses seraient plus simples si on avait un retour au nationalisme. Est-ce que vous aussi, vous voyez cette fascination pour l'autoritarisme? Je vois une fascination d'Emmanuel Macron pour le libéralisme autoritaire. Et donc, je crois qu'effectivement, il a raison de dire qu'il y a aujourd'hui une certaine forme de fascination. En quoi il y a une fascination pour le libéralisme autoritaire chez lui? Vous pensez que tout ce qu'on vient de se dire à l'instant de la Nouvelle-Calédonie à l'assurance chômage, il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un sujet avec la façon dont il fait passer ses réformes à chaque fois au forceps? Oui, effectivement, il y a un problème. Quand on ne respecte plus la démocratie, quand on passe tout au 49.3 ou par décret, qu'on refuse le passage par le Parlement, qu'on refuse toute forme de contradiction, c'est un problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... La Constitution, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser de manière très différente. Il y a des gens qui l'ont utilisé avant lui, et je n'ai pas le souvenir qu'il soit passé en France à chaque fois, sur chaque sujet, etc. Et donc oui, il y a un problème d'autoritarisme chez Emmanuel Macron. Il propose de débattre avec Marine Le Pen. Bon, le débat ne se fera probablement pas, mais il a défendu cette idée hier. Il dit « Je ne m'habitue pas à l'idée que le RN est un parti comme les autres ». Ce n'est pas son rôle d'aller porter le fer contre un parti comme le RN? Il peut porter le fer, c'est très bien, et ça, je l'y encourage. Mais enfin, c'est pas en faisant adopter la loi immigration comme il l'a fait au mois de décembre. Il y a aujourd'hui un débat Macron-Le Pen, ça vous dérangerait pas? Aujourd'hui, il y a un couple toxique qui cherche à dominer le débat public français. Ce couple toxique est d'une perversité absolue parce qu'ils sont chacun l'épouvantail de l'autre et ils cherchent à chaque fois à reconstituer ce duo pour permettre d'écarter toute forme d'alternative. Et le tort d'Emmanuel Macron dans ce débat, c'est qu'il est celui qui a légitimé l'extrême droite comme étant l'alternative exclusive. C'est une folie. Et donc ce qui se passe, c'est que lui a été élu à 2 reprises pour être le barrage et à l'issue de son mandat, l'extrême droite n'aura jamais été à un niveau aussi élevé. L'idée d'un débat vous choque ou vous paraît utile? Dans la période que nous vivons, c'est-à-dire une élection européenne, pourquoi faire croire aux Français que le débat se limiterait à un nouveau débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Ils ne sont candidats ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucune raison d'avoir ce débat. Merci beaucoup. Ce qu'il faut, c'est un débat entre tous. Mais juste un mot avant qu'on se quitte, parce que je voudrais quand même qu'on ne se quitte pas sans avoir parlé de Rafah et de cette boucherie qui est en train qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il faut que la France suive l'Espagne, que nous puissions être à l'initiative d'une reconnaissance de l'État palestinien et faire en sorte que nous puissions être du bon côté de l'histoire. Parce qu'il y a là un moment... Vous appelez la France à reconnaître la Palestine? Oui, j'appelle à ce que, effectivement, le massacre s'arrête et que nous puissions avoir ce geste qui permettrait d'avoir un geste politique et diplomatique puissant, qui permette de chercher à tout tenter pour que le massacre s'interrompe. Oui, je rappelle qu'il y a eu une nouvelle frappe, effectivement, israélienne sur Rafah qui a fait au moins 35 morts selon des sources, évidemment, sur place. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci, Adrien Jeun.